Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière partie de conférence dans laquelle nous accueillons Hubert van den Toren sur le thème de la corruption de la magistrature en France. Donc, je vous rappelle que dans ce temps de débat libre, il vous suffit dès à présent de mettre un P dans le chat pour pouvoir avoir directement le micro ouvert et lui adresser votre question. On va également rappeler qu'il est en direct sur la chaîne Factuel 66 et sur la chaîne TV Citoyens Debout. Voilà, donc avant de passer à la suite, je voudrais remercier ce soir le public présent. Donc vraiment, merci à tous d'être là et remercier plus particulièrement des personnes qui ont été, qui nous ont fait l'honneur d'être conférenciers sur le Mumble ensemble. Donc notamment Gérard Fouché, François de Sibiental, François d'Angléan et enfin Patrick Ramirez de la chaîne justement Factuel 66. J'en profite aussi pour vous annoncer les prochains événements qui auront lieu sur ce Mumble ensemble. Donc demain mardi 14 juin à 21h, nous aurons notre rendez-vous hebdomadaire avec Yannick Hervé au sujet de l'actualité de l'Union européenne. Et jeudi 16 juin à 21h, nous aurons le plaisir d'accueillir Régis Chamagne qui viendra nous parler du changement de paradigme. La semaine prochaine, mercredi 22 juin à 21h, nous aurons l'honneur de recevoir Gabriel Rabhi, donc le fils de Pierre Rabhi, sur le thème de la monnaie et de la démocratie. Voilà pour le programme sur le Mumble ensemble et vous serez tous évidemment les bienvenus. Donc dès à présent, vous pouvez mettre un P dans le chat de manière à vous adresser directement à Hubert. Et donc on avait Rudy du 64 qui demandait la parole. Rudy, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Oui, j'avais une question donc, par rapport au combat, parce que vous avez dressé un portrait assez dramatique de la France aujourd'hui, et particulièrement sachant que la franc-maçonnerie ne se limite pas forcément à la France. Moi, j'aimerais savoir par rapport aux solutions éventuellement, sachant qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements citoyens naître. D'ailleurs, bon, nous, on retransmet et on représente un collectif qui, d'ailleurs, a lancé un mouvement citoyen aussi, une marche citoyenne, à travers 400 km sur la France, en partant de Clermont-Ferrand en allant jusqu'à Paris, pour savoir selon vous quelles sont les solutions au jour d'aujourd'hui, si les collectifs tels que Nuit Debout, ou si les blocages de la CGT, ou si toutes ces actions sont-elles à long terme valides ou non, si selon vous d'autres solutions sont plus adéquates. Alors moi je ne suis que dans la corruption, donc tout ce qui est politique, je n'y connais rien et j'y connais rien. Moi je suis dans la corruption sur Béziers en particulier et avec les nouvelles victimes dans toute la France, partout où on me contacte. Mais les mouvements citoyens, les marches, tout ça, moi c'est pas mon sujet. Moi je suis dans le combat contre des réseaux. Le réseau du système judiciaire qui est corrompu. Je ne suis pas dans les marches, moi. Pourquoi pas, mais je comprends. Moi, je suis dans le combat. Donc, un combat, c'est de l'action, mais frontale. C'est-à-dire, je m'en prends directement à des magistrats, à des notaires, à des huissiers. Voilà, je suis dans le combat direct, moi. Donc, de la main à la main, quoi. Je veux dire. Voilà. Alors Rudy, est-ce que tu veux réagir ? Oui, bien sûr. Donc ce combat dont vous parlez, c'est un combat là, sur le domaine, sur le terrain juridique, j'imagine. Après, est-ce que vous croyez que la France laisse notre combat, un combat citoyen un peu plus assemblé, notamment pour lutter contre ces groupuscules qui gèrent la France en haute instance? Alors effectivement Hubert, je ne sais pas si tu as bien entendu, ces marches citoyennes, ces nuits debout, en fait quand tu dis pas politique, c'est-à-dire qu'en fait sans être partisan, quoi qu'il arrive, ce sont des gens qui ont conscience de cette corruption et du système corrompu dans lequel on évolue. Et donc qui se battent à leur façon, donc de par des marches, de par des nuits debout sur les places des villes, de par des rassemblements. Finalement, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses qu'il y aurait mieux à faire en fait? Parce que toi, tu cherches à faire sauter des gens qui t'ont à toi fait du mal, donc dans ton affaire personnelle,
Mais finalement, la corruption, elle est de partout et surtout dans le système qui nous dirige, en fait. Alors, moi, la seule chose que je vois, c'est d'aider les victimes qui vont à la justice. Il faut les aider financièrement, moralement et être devant les tribunaux. Ça oui, puisque c'est la corruption, puisque c'est le nerf du système, c'est la justice. Donc il faut être devant le palais de la justice. Et il faut être là, tous, devant et manifester. Ça oui. Manifester devant une mairie, manifester devant un tribunal de commerce, manifester dans le tribunal de commerce. Ça oui. Mais faire des réunions ou des marches, souvent c'est pas relié par les journaux, puisqu'ils sont aussi corrompus, les journaux locaux. Donc j'ai peur que ça se dégonfle très vite. Voilà. Il faut combattre. La marche ne suffit pas. Ou alors la marche, la tête en avant, quoi. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que c'est une marche citoyenne tête en avant, puisque de toute façon, c'est eux qui ont créé la chaîne qui est suivie. Tu as peut-être entendu parler de Périscope sur les nuits debout? Non. Non, hein. Donc Périscope, c'est un moyen de suivre en direct ce qui se passe et donc on a des milliers de gens qui se connectent en fait. Hein. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est pas des trucs qui vont passer sur les grands médias qui sont aussi effectivement corrompus, mais des médias alternatifs qui permettent de toute façon tu es reçu à Factuel 66, médias alternatifs aussi, et qui permettent justement de dénoncer tout ça. On va donner la parole à Daniel du 38 qui demandait la parole. Oui, bonsoir Hubert, et puis merci pour ton témoignage. Dans un combat, parce que je t'ai souvent entendu parler de combat ce soir, donc dans un combat, la détermination est essentielle. Et tu nous démontres que tu en as une sacrée dose de détermination. Par contre, il y a un autre élément un autre facteur qui est essentiel, c'est le nombre. Donc, toi seul tu es déterminé, mais si d'autres personnes qui avaient subi les mêmes choses que toi s'additionnaient à toi, vous deviendrez un petit nombre, et le nombre, c'est aussi ce qui est déterminant. Donc ma question était de savoir si tu t'étais intéressé ou rapproché d'autres personnes qui avaient subi aussi des affaires similaires à tienne. Donc je pense à Catherine et Seth que nous avons aussi reçu sur Smumble, pour que, à force de vous additionner, vous deveniez un nombre, une association, quelque chose de reconnu. Je pense aussi à l'association ça y est, citoyen, j'ai mangé le nom, lobbying citoyen en fait, voilà, qui s'est fondé pour protéger un petit peu les lanceurs d'alerte. Alors quelque part, tu peux faire aussi partie de ces lanceurs d'alerte, puisque en dénonçant un système corrompu, tu es aussi un lanceur d'alerte. Donc voilà, ma question était de savoir si tu cherches à te rapprocher et d'autres personnes qui ont subi des affaires similaires, quoi. Oui, alors j'ai au moins 6-7 personnes par semaine qui me contactent, des victimes qui veulent me parler, qui me parlent, qui me racontent leurs affaires, mais chacun raconte leur affaire et chacun est vraiment la tête dans le guidon. Moi, je suis dans le combat, je ne suis pas dans le social. Donc, il faut m'utiliser, je veux bien être utilisé pour être le combattant avec d'autres personnes. Mais le côté social, pour moi, n'amène à rien. Ça amène à aider moralement quelqu'un. Moi aussi, j'ai besoin de parler de temps en temps. Mais moi, je suis dans le combat. Donc, je suis un guerrier, excusez-moi du terme, mais moi, je suis là pour combattre la corruption. Donc, l'utilité de se rencontrer, oui, mais à un moment, il faut sortir de la pièce et aller sur le terrain. Toutes les victimes ne sont pas prêtes à aller sur le terrain. Moi, avec un petit groupe, je suis prêt à y aller, à aider les autres, à combattre pour ceux qui n'ont pas le courage et la force. Donc, il faut que chacun soit utilisé pour ses compétences, mais il faut que les victimes s'entraident, mais il faut que ceux qui ne sont pas victimes, simplement citoyens et qui entendent tout ça, aident. Le seul moyen, la seule arme, la seule munition, c'est l'argent. C'est tout. Donc, il faut que,
par mon association, par d'autres. Moi j'ai monté l'association qui s'appelle l'association d'aide aux victimes des dérives du système judiciaire. Je vous laisse mon téléphone au cas où, c'est le 06 07 10 26 91. Que les gens se rencontrent, c'est bien. Que les gens parlent, c'est bien. Que les gens se soutiennent, c'est bien. Mais il faut combattre la corruption. C'est ça mon truc. Et moi, je ne suis pas dans le social. Je veux bien rencontrer les gens, mais il y a des gens plus compétents que moi, plus patients. Mais moi, je suis la tête dans le guidon et je combats en permanence les gens qui s'en prennent à moi. Et donc, je veux bien aider avec ma technique d'autres victimes, mais moi, je suis dans l'action. Je suis un militaire. Donc, il faut m'utiliser pour ce que je sais faire, c'est-à-dire chasser les corrompus. Voilà. Alors, ce que voulait peut-être évoquer Daniel, c'était quand tu dis que leur force, c'est l'argent, ils sont corrompus, et donc, est-ce que notre force à nous, toi, nous, c'est pas le nombre, justement? Non, le nombre ne suffit pas. Dans l'armée, j'ai fait l'armée, dans l'armée, 6 personnes peuvent bousiller complètement une caserne. 6 hommes déterminés. Il faut des gens déterminés, et des gens déterminés, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le nombre ne fait pas gagner un combat. Hein, ça peut être des victimes en charnier. Plusieurs victimes réunies, s'ils n'agissent pas, peuvent devenir un charnier. Donc, il faut peu de personnes dans l'action, mais des gens très déterminés. Très bien, merci. Alors, on a Anissé du Bénin qui voulait prendre la parole. Oui, bonsoir. Je remercie donc M. Hubert pour son intervention. En fait, la solution que le conférencier trouve à ce problème, c'est que les gens s'organisent et puissent assister financièrement les victimes. Alors que, bon, nous savons tous que ceux-là, bon, c'est eux qui manipulent donc les sous, l'argent. Est-ce que on peut combattre donc ceux-là donc qui utilisent l'argent pour manipuler avec l'argent? Première question, c'est un préalable. J'ai une deuxième question après celle-là. Alors, on peut combattre tu parles de toi des grands groupes de francs-maçons qui, avec l'argent, manipulent d'autres personnes, c'est ça? Oui, je demandais si on peut utiliser donc l'argent, parce que vous estimez que quand on organise des quantités d'avocats, bon, que vous estimez, bon, honnêtes, pour vraiment gagner dans des procès au profit donc des victimes. Est-ce que vous croyez à cela? Parce que est-ce pas aussi une manière donc de vider, de vampiriser donc financièrement ceux-là même qui viendront donc en appui à ces victimes? Posez une question claire parce que là je ne comprends pas, excusez-moi. Vous estimez qu'il faut venir en appui financièrement aux victimes. Et de l'autre côté, qu'il faut quand même qu'on prenne des avocats, certainement, pour gagner dans des procès qui seront intentés donc contre ces derniers. Est-ce que vous estimez que, avec donc l'appareil judiciaire, ce qui est en France, c'est valable pour tous les pays, est-ce que vous estimez que le procès peut être gagné dans ces conditions, alors qu'on sait bien que c'est l'argent qui fait gagner les procès? Oui, à partir du moment où pour aider les victimes, à partir du moment où on a des moyens, on peut combattre la corruption, oui, mais il faut des moyens. Même si les gens derrière, les corrompus, ont encore plus d'argent, on peut, par une médiatisation, par une bonne volonté et par de la détermination, s'en prendre à des gens corrompus qui ont beaucoup d'argent. Regardez-moi, j'ai réussi à faire muter 22 magistrats, je viens de réussir à faire condamner un avocat général très puissant. On peut y arriver. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes moyens, mais il faut des gens déterminés, un avocat déterminé, une victime déterminée et un petit groupe derrière qui le soutient. Et des gens qui, en permanence, s'occupent de soulever tout ce qui est illégal dans les gens qui sont en face. C'est-à-dire, vous devez chasser dans la vie privée des gens. Donc oui, il faut aider les victimes, oui, il faut des moyens. Il faut trouver des moyens de partout pour aider les victimes, pour combattre la corruption
Et les magistrats corrompus, ben on les chasse, on les récuse. C'est pas compliqué. Voilà. Merci Hubert. Anissé, tu avais une seconde question, je crois. Oui, bien sûr. C'est de demander si M. Hubert connaît d'autres groupes qui combattent déjà donc ici donc les magistrats qui sont donc dans la pédocriminalité. Je parle par exemple donc du groupe Wanted Pédo. Est-ce qu'il les connaît? Non, pas du tout. Tu es au Bénin? Tu es béninois? Allô? Non, oui. Oui, allô, je suis. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il est du Bénin, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption au Bénin? Oui, quand même. Ce n'est que... c'est monnaie courante. C'est monnaie courante du moins, parce que ce qui est enfin le Bénin, dans les pays africains, surtout donc les colonies donc, de la France, ne copient que donc, aussi bien ce qui se passe en bien et en mal. Et ils copient plus ce qui se passe en mal donc chez vous. Donc il y a de corruption. Trop même. Donc la corruption est à près de 99%. Hein. Oui, mais je connais parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je sais que la corruption a été éduquée par la France. C'est la France qui a éduqué certains dirigeants à la corruption et ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui est dans un état lamentable, alors que c'est un continent très riche. La population devrait être très riche même. Anissé, si tu veux réagir. Malheureusement, exactement. Oui, malheureusement, c'est juste pour lui dire que vraiment, il a vu juste ce qui se passe. Que au fait, les actions ne soient pas dans des actions faites de façon individuelle et qu'on cherche à retrouver aussi d'autres groupes qui font les mêmes combats mais avec donc les moyens donc ils estiment être donc bien, et quand on arrive à fédérer toutes ces énergies, je pense qu'on pourrait donc arriver donc à bout donc de ce système donc corrompu. Merci. Oui, tu as tout à fait raison. Mais toujours les moyens. C'est la base du système. C'est des moyens, beaucoup de moyens pour combattre et aider les victimes. Et en aidant une victime, on fait reculer 10 corrompus. Et si ces 10 corrompus, on va protéger 10 victimes par corrompu. Ça fait peut-être 10 fois 10, 100, quoi. C'est énorme. D'aider une victime permet d'en aider 100 en réalité. Moi, je suis à un tout petit niveau, je propose d'en aider 20, 30 par an, par mon association. Mais il faut des moyens. Comme je disais, j'ai chiffré, pour aider une victime, c'est-à-dire une famille de victimes, pour les suivre pendant 1 an et plus, c'est 9 000 € par an et par famille. C'est rien, mais c'est beaucoup. Mais ça veut dire qu'il faut au moins 500 personnes qui adhèrent par une adhésion de 35 €. Et ces 35 € vont aider également, ça veut dire qu'on est en contact avec d'autres associations, que l'on va pouvoir aider des victimes qui sont dans d'autres associations. Ce n'est pas un stockage d'argent pour aider 30 personnes ici, dans le sud de la France. C'est peut-être pour aider un Béninois qui est, je ne sais pas, à la capitale, ou à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que je connais, ou quelqu'un qui est à Toulouse, ou dans le fin fond de l'Aveyron. Il faut pouvoir aider les gens partout, à partir du moment où une association locale dit « Tiens, il y a une alerte, il y a une victime, nous on ne peut pas l'aider, on le connaît, on le soutient, mais on a besoin de fonds. » Et des fonds, on doit pouvoir en collecter. C'est rien de trouver 300 000 € par an, mais c'est ridicule. Mais il faut les gens qui sortent l'argent de leur portefeuille, c'est tout. Mais c'est rien. Après, on fait le point chaque année par un site internet, mais il faut trouver des fonds. On en trouve pour des conneries, on en trouve pour jouer. Je veux dire, on doit en trouver pour aider les victimes. Et les victimes, il faut qu'ils soient prêts à jouer le jeu en se mettant en avant, en se faisant filmer, en n'ayant pas peur qu'on raconte leur histoire dans un bouquin. Il faut qu'ils se mettent en avant. Mais on peut les aider, il faut les aider. Vous devez, vous qui écoutez, les aider, trouver vos amis et il faut aider les gens. Voilà. C'est l'acte citoyen, c'est le minimum, quoi. Il faut aider
les autres. Il faut arrêter d'être égoïste. Merci Hubert, et puis en effet tu rejoins un petit peu le discours de lanceuses d'alerte qu'on a reçu, effectivement qui par contre se mettent en avant et témoignent, mais risquent leur vie en fait, hein, c'est ce qu'elles expliquaient, et c'est pas forcément simple. Est-ce que toi de ton côté, de la même façon, tu as été attaqué, menacé, on s'en doute, je crois que tu en parlais au départ, mais est-ce qu'on a essayé de te supprimer, entre guillemets, hein, tout clairement, de toute façon? Alors, j'ai été menacé à partir de 2013, oui, par les gens du milieu du grand banditisme qui sont connus, que je connais. J'ai leur nom, mais là, je n'ai pas à les citer parce que ça servirait à rien. J'ai dû porter un gilet pare-balles pendant plusieurs mois. Parce que oui, j'ai été menacé, ma famille a été menacée, ma fille a été menacée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en dépression et qu'elle a pris 30 kilos. Moi, j'ai pas pris 30 kilos, j'ai plutôt un peu maigri, mais c'est pas évident. Moi, j'ai peur de rien, donc je m'en fous, mais c'est la famille. J'ai été en prison. Voilà, ce sont des menaces. On vous met en prison avec un paranoïaque, un psychopathe, un fou qui avait tué 2 femmes. Voilà les pressions de ces gens-là. Oui, après, j'ai été menacé à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas été jusqu'au... si, j'ai été menacé aussi par 2 hommes armés, hein, le lendemain de mon 2e incendie, qui me menaçaient de me tuer et de tuer toute ma famille si je continuais à poursuivre le couple de Ville et leur associé Christian Porte, de Béziers. Voilà, ça oui, j'ai été menacé. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout, en tout cas pour le moment. Peut-être parce que j'ai réussi à médiatiser, parce que j'ai fait des bouquins, et parce que je suis passé dans des journaux nationaux, et que j'ai osé me mettre en avant. C'est la protection de parler et de révéler. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a Marco du... Alors, déjà, on t'a envoyé le lien, Hubert, dans le chat, donc tu peux regarder sur une colonne de gauche. Anissé du Bénin te mettait le lien, je te l'ai envoyé, donc dans ton chat à toi, en plateau, le lien de l'association dont il te parlait, hein, http://wantedpedo.com. Et on a Marco du 78 qui demandait la parole. Vous m'entendez? Oui, Marco. Ouais, c'était pour dire à Hubert, les FM Papers, en fait, c'est 3 gigas de dossiers t'es piratés à la Grande Loge de France. Moi je les ai pas vus, mais bon, la personne qui les a piratés, elle était déjà venue ici sur le Mumble et tout. Sinon, ça fait une demi-heure, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, les magistrats, en fait, que tu grilles, en fin de compte, tu les mutes, quoi. Et donc le problème, il se résout pas, il change juste de place, quoi. C'est pas moi qui les mute, moi j'ai permis qu'il y ait 22 mutations, mais le problème c'est celui qu'il faut montrer du doigt, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé s'occuper de la déontologie des magistrats, qui déplace le problème. Il ne le règle jamais. Parce qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ils sont corrompus, certains sont corrompus. D'ailleurs, je donne les noms moi, dans mon dossier, dans mes bouquins, c'est que tout ce petit monde se protège. Voilà, on ne tient pas à attacher les magistrats. La déontologie des magistrats, c'est du bidon. J'ai eu un bouquin quand j'étais convoqué à Paris, boulevard Haussmann, au 21. Le bouquin de la déontologie des magistrats, c'est de la rigolade. On se fout de nous, quoi. Ouais, mais en fin de compte, les problèmes restent déplacés, et puis donc en fin de compte, tu perds de l'énergie pour rien. Ça se trouve, là sur Mumble, il y en a, ils essayent de faire passer le Conseil national de transition, là, ce qu'il avait fait Kadhafi en Libye, pour passer un autre gouvernement. Donc tu peux faire un vote de forme sur un autre site pour, par exemple, voter pour des personnes. Enfin bref, faut s'attaquer plus haut dans le système, parce que c'est plus haut dans le système que ça permet ce genre de dérive, quoi. Et voilà, il se passe plein de choses pour lutter contre ça, mais là tu déplaces les problèmes plutôt, et tu utilises beaucoup d'énergie. Faudrait que vous fassiez un collectif, un vrai collectif lanceur d'alerte citoyen, je sais pas. Oui, alors il y a ceux qui s'occupent du haut, mais moi je suis plutôt de terrain, donc je m'occupe plutôt du bas, c'est-à-dire je m'occupe de Béziers, des gens que je contrôle ici et que je maîtrise bien la corruption locale. Donc déjà de déplacer, ça ralentit
Un juge que l'on déplace, qui est corrompu depuis 30 ans, ou un couple de juges, à partir du moment où on coupe le cordon, même s'il est déplacé ailleurs, moi ils ne sont pas déplacés, ils ont été mis à la retraite anticipée. Donc déjà, il y a la frustration parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, mais ils déstabilisent complètement le réseau local qui perd pendant quelques mois ou quelques années des magistrats qui ont permis la corruption. Donc on permet quand même un ralentissement de la corruption, simplement, sans prétention, déjà j'ai permis ça. Après, bien sûr, pour éradiquer vraiment, il faut taper plus haut, et là c'est la politique. Mais moi j'en fais pas. Mais localement, j'ai permis quand même de ralentir la corruption. Alors merci Hubert, on a une question dans le chat que je vais te lire de la part de Marius du 94. Finalement, c'est quoi ton projet? Est-ce que c'est de faire justice sur ton affaire à toi, ou est-ce que c'est de lutter contre le système gangréné? Il y en a plusieurs. Un, je dois être reconnu, ma famille et moi, comme victime et dédommagé par le système. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, j'ai découvert en tant que victime des envies d'aider les autres. J'avais pas du tout, j'étais quelqu'un de solitaire, je faisais mon boulot, je gagnais bien ma vie, je gagnais 5 000 € par mois, enfin normalement quoi. Je m'occupais de moi et peut-être un peu égoïste. Et j'ai découvert par toutes ces victimes qui me contactent qu'il y a des choses à faire et que l'on peut aider des gens et qu'il y a des gens que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de victimes. Donc oui, j'ai découvert que je pouvais aider les autres par mon expérience. Voilà, ça c'est sûr. Bien, merci Hubert. Alors on a Jonathan du 92 qui demandait la parole. Oui, bonsoir. Ouais, comme je n'étais pas là au début, si c'est une question qui a déjà été traitée, je m'en excuse. Mais je voulais savoir de votre opinion à vous, comme il existe en France une vingtaine d'obédiences franc-maçonnes différentes, quelle est votre analyse sur le fait qu'ils n'ont battu pas du tout toutes les mêmes rites et les mêmes stratégies, les mêmes objectifs? Donc comment analysez-vous ceci? Donc ça c'est une question d'ordre un peu général. Et pour être plus précis, dans la magistrature, quelle est l'obédience la plus représentée? Alors dans la magistrature, la plupart des magistrats, c'est plutôt le Grand Orient, mais il y a des magistrats qui sont plutôt affairistes, comme ceux que je rencontre dans mon affaire. Ils sont plutôt GLF ou GLNF, c'est-à-dire Grande Loge Nationale de France ou Grande Loge de France. Ils sont là par intérêt et par intérêt financier. Voilà. Les magistrats du Grand Orient, ils vont rendre service à leurs frangins sur un dossier, donc en arrangeant une affaire, par contre, sans contrepartie financière. Par contre, les autres loges, et en tout cas les autres magistrats des autres loges, font ça pour l'argent, pour s'enrichir et pour enrichir leurs amis. Voilà. Jonathan, tu veux réagir? Oui, et vous avez constaté des conflits internes entre les loges dans ce genre de milieu? Alors, il y a des conflits entre eux, mais à partir du moment où ils sont francs-maçons, ils seront toujours liés contre celui qui ne l'est pas. Qu'il y ait des conflits, oui, il y a des conflits de loges, mais qui sont minimes, des conflits de guéguerre, de petits chefs, des conflits de guerre de dossiers, d'affaires. Mais la seule victime, c'est jamais le franc-maçon, c'est toujours celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire, en gros, ils vont être plusieurs chasseurs et plusieurs équipes de charognards à vouloir une proie qu'ils ont repérée. Bien sûr, ils vont se battre la proie ou le terrain ou le bien d'autrui. Oui, ils vont se bagarrer. Par contre, la seule victime, c'est toujours celui qui est dépouillé, donc la victime, qui en général n'est pas franc-maçon. Jonathan, tu veux réagir ou pas? C'est ok pour toi. Ok. Alors on a François donc du 06 qui demandait la parole. Oui, bonjour Hubert. Merci pour ton témoignage et pour ton action. Moi, je m'interrogeais simplement sur la pertinence de la lutte contre. C'est-à-dire, je considère du point de vue général que lutter contre, c'est une forme de perte d'énergie. Et un petit peu comme Chouard le disait sur la question de la Constitution,
est-ce que finalement le déplacement, le remplacement, tout ça font pas que les vides sont très vite comblés et que finalement, si des systèmes ou effectivement des systèmes de loge ou des systèmes de connivence permettent l'existence de quelque chose, et ben, dès que c'est possible, et ben, ça advient assez facilement et donc finalement la cause ne serait pas à chercher dans d'autres choses. Par exemple, le fait d'interdire à des juges qui doivent représenter l'intégrité intellectuelle la plus absolue, la plus impartiale, bah, de faire justement partie de la population, qu'elle soit catholique, qu'elle soit franc-maçonne, qu'elle soit avec une idéologie particulière, ou bien éventuellement de signaler afin qu'il y ait une répartition homogène. Et je voulais aussi, en termes de lutte, te suggérer en fait d'utiliser une contre-novlangue, à savoir, tu vois, moi des fois j'ai utilisé sur Facebook par exemple les infiltrés, quand il y a des flics infiltrés dans les manifs, et je m'aperçois que des fois il y a des termes qui prennent, que j'avais lancés, que d'autres reprennent au bout de 2 ou 3 ans, et qui sont vus par des millions de gens, comme Pierre Jovanovic qui a repris certains termes que j'avais lancés il y a 2-3 ans. Et je me dis, est-ce que tu voudrais pas, par exemple, utiliser la justice à 22%? Et les gens vont s'interroger, tu mets un lien derrière. À chaque fois que tu publies un truc et qu'on le fasse tous, parce que qu'est-ce que ça veut dire la justice à 22%? Bah, c'est qu'elle est juste à 22%, ou qu'elle n'est pas qu'elle est impartiale seulement pour 22% des gens qui représentent justement un ensemble de tous ces courants idéologiques, alors que dans 78%, apparemment, dans ton cas et peut-être au niveau national, eh bien, elle est complètement partiale. Voilà, je te précise aussi que je viens de faire l'objet, en fait, la semaine dernière, d'une petite visite inopinée sur mon ordinateur, probablement par des gens de la police, parce que j'ai fait une dénonciation assez lourde, et qui avait, à la fois il y a 15 jours et il y a 5-6 mois, et qui a été suivie par la démission de Christiane Taubira sur une affaire des forces spéciales. Voilà, donc je mettrai le lien si ça intéresse quelqu'un, mais je l'ai relié sur Facebook aujourd'hui. Bon, déjà, pour tout ce qui est magistrat et les francs-maçons, il faut interdire et tout faire pour interdire la franc-maçonnerie dans le système judiciaire. Pas dans la magistrature, dans tout le système judiciaire. Ça n'a rien à faire là-dedans. Et la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la religion. On peut être catholique, on peut être protestant, on peut être tout autre bouddhiste. Ça n'a rien à voir avec la justice, quoi. Le problème, c'est la franc-maçonnerie qui s'est infiltrée dans la magistrature et uniquement là pour arranger des dossiers. Ça n'a rien à voir avec être catholique ou protestant. C'est uniquement des affairistes qui sont là pour arranger leurs frangins. Donc il faut interdire la franc-maçonnerie carrément. Ils n'ont rien à foutre là-dedans, quoi. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de combattre et de déplacer des juges? Pendant qu'on les déplace, eh bien, on les déstabilise. On fait parler et en attendant, on chasse. Ben, il vaut mieux combattre que ne rien faire. Il vaut mieux chasser que de se laisser manger. Donc, moi, je préfère mordre que de me laisser croquer. Il y a des victimes qui se laissent dépouiller. Moi, on m'a dépouillé, mais j'ai filé des coups. J'ai permis de muter 22 magistrats. Il y a un des magistrats que je poursuis qui a le cancer aujourd'hui, comme ma compagne. Donc, je rends coup pour coup. La loi du talion, ça oui, moi je suis pour la loi du talion. Voilà, donc il faut surtout ne pas se laisser faire et surtout combattre et mordre. Rester dans la légalité, mais il faut interdire dans le système judiciaire la franc-maçonnerie. C'est la base de revenir à la normale. Mais bon, je ne sais pas si c'est possible, mais il faut combattre l'individu. L'individu malsain, mauvais, on doit le combattre, on doit le chasser. Voilà ce que je dis qu'il faut faire. Même si on peut croire que ça ne sert à rien ou qu'on fait que déplacer des montagnes. Mais déjà, de les déplacer, c'est déjà une grande force. Et ça déstabilise. Donc pendant qu'on déstabilise, eh ben, on dérange. Et pendant qu'on dérange, eh ben, il y a moins de victimes. Voilà. Est-ce que je peux juste te poser la question, est-ce que l'énergie qui est mise au combat, tu ne penserais pas qu'elle serait plus utile sur, par exemple, 2 aspects? Je pense à la première, c'est que s'il y a 22% de gens a priori non orientés, est-ce qu'il vaut mieux pas organiser, entre guillemets, le massacre des chiens entre eux? C'est-à-dire qu'eux, ils sont payés, ils ont des salaires, c'est leur mission, c'est même leur vocation. Donc ils idéalisent de, éventuellement, même avoir les couilles de faire ça, c'est-à-dire combattre au sein de leur propre institution les dérives qui pourraient la salir parce qu'ils tiennent à l'image. Donc, est-ce que utiliser
la force que justement où on a déjà nos impôts qui payent ces gens-là, c'est pas mieux que filer une cotisation supplémentaire, un peu comme ça a été fait pour l'Institut pour la justice, où il faut payer un deuxième système qui est une sorte de contre-système ou de contre-pouvoir. Et la deuxième chose aussi qui me paraît très intelligente, c'est que au-delà du combat direct, est-ce que faire peur n'est pas plus intelligent? Je vais donner un très simple exemple. Moi, j'ai eu une perquisition il y a un mois, ils ont trouvé du très lourd, et je pense que les hélicoptères que j'ai eu en visite il y a le 22 mars, le jour de l'attentat de Bruxelles, eh ben, ils reviendront plus. Parce que ils savent ce qu'ils ont vu dans la perquisition, et c'était acquis légalement, mais voilà, l'hélicoptère il y résistera pas. Donc finalement, faire peur, est-ce que c'est pas mieux pour éviter de combattre et pour, on va dire, mettre des petits garde-fous? Tu vois, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Il y a les alarmes pour la maison si elle est brûlée. Tu peux la faire en plâtre ou en chambre comme moi, c'est M0, ça brûle pas. Il y a peut-être des choses asymétriques qui font que finalement tu montres que tu es prêt à être extrêmement déterminé, mais tu organises le fait que tu en fais le minimum au moindre coût, et avec les gens qui en plus ont rêvé de ce métier qui est de neutraliser le crime et le délit. Donc en gros, tu utilises des spécialistes de la chose. Oui, là, moi je suis dans le combat d'individus corrompus. Donc ce moyen, c'est de les combattre quand même. Et chaque personne qui peut le faire doit le faire. Alors, on a Marco qui demandait la parole, 78. Ouais, c'était juste pour savoir si tu savais que c'était eux qui avaient fait la révolution en 1789. Oui, bien sûr, oui. C'est eux qui ont incité. Oui, bien sûr. Alors, Marco, tu veux réagir là? Attends 2 minutes. Non, vas-y. Ok, donc on a Daniel du 38 qui demandait la parole. Oui, Hubert. On dit que la nature a horreur du vide, et ne penses-tu pas qu'une fois la franc-maçonnerie éradiquée, une autre organisation prendra sa place, un petit peu comme une hydre à plusieurs têtes, et que avant c'était la pègre, ou il y a d'autres organisations secrètes. Donc est-ce que d'en éliminer une, ça laisse pas la place pour qu'une autre s'installe? Le tout, c'est d'éliminer tout ce qui, et de chasser tout ce qui est mauvais. À partir du moment où il y a quelque chose de bien qui est installé, on dit rien. À partir du moment où on se rend compte que la franc-maçonnerie est corrompue et qu'elle fait beaucoup de mal, et plus de mal que de bien, elle ne fait du bien qu'à ses propres frangins, il faut la chasser. Si ça porte un autre nom, il faudra toujours chasser. Il faut combattre tout ce qui n'est pas bien. Et la franc-maçonnerie n'est pas bien du tout. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas francs-maçons. Et tous ceux qui ont un intérêt pour les francs-maçons qui veulent voler le bien d'autrui. Donc oui, il faut combattre aujourd'hui la franc-maçonnerie. On ne l'arrêtera pas, mais on peut ralentir. On peut chasser, mais on peut chasser que les individus. La franc-maçonnerie, on ne l'arrêtera pas. Mais il faut chasser les hommes, parce que les hommes sont des peureux. Ces gens-là, je l'ai remarqué, sont souvent des lâches, des fiottes, je dis pas des pédés, mais je dis des fiottes, des tafioles. Individuellement, ce sont des peureux. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'être en meute, parce qu'individuellement, ils n'ont rien dans le pantalon, ces gens-là. Oui, en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est que ces gens-là, comme tu dis, individuellement, c'est des faibles. Alors, tu viens d'employer plusieurs termes, donc moi je vais justement tenir à des faibles. Et finalement, ce qui fait leur force, c'est leur réseau. C'est le fait qu'ils soient plusieurs, qui se serrent les coudes entre eux, qui se filent des infos, des coups de main, des financements. Et ça revient un petit peu à ce que tout à l'heure je disais. Est-ce que nous, si on n'est pas aussi le nom en réseau, des gens déterminés, parce que c'est ce que tu as dit qu'il fallait avant tout d'être déterminé. Je pense qu'il y a tout un tas de gens déterminés, mais le jour où on va nous aussi se mettre en réseau, on aura peut-être aussi autant de pouvoir qu'eux. Oui, mais le tout c'est de se grouper. Mais le problème c'est que ces gens-là ne cherchent pas le plombier du coin, ils cherchent pas une femme de ménage comme franc-maçon, ils cherchent un avocat en vue, ils vont chercher un chirurgien, ils vont chercher à mettre en place un jeune qui va avoir des ambitions politiques. Ils cherchent des hommes clés dans la société. Donc voilà, ils utilisent des gens qui sont des gens de pouvoir.
ils n'utilisent pas le commun des mortels. Hein. Eh ben, on peut aussi monter un réseau, mais en cherchant, nous, les gens de détermination et de conviction. Oui, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens-là? On peut pas garantir. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, on y rentre parce que on dit on va te faire une carrière, on va te proposer, tu vas faire des affaires. Nous, la différence, c'est que une victime ou ces gens-là, on va se faire taper dessus. On ne va pas avoir d'avantage du tout, puisqu'on s'en prend à des notables, à des notoriétés, à des gens puissants. Donc il n'y a aucun avantage de se regrouper. Le seul avantage, c'est la morale, la volonté et la citoyenneté. C'est-à-dire, ça veut dire on est des hommes qui voulons nous défendre du mal de ces réseaux pourris. Voilà, mais il n'y a aucun avantage de combattre ces gens-là. Il faut être juste courageux, volontaire, déterminé et citoyen, tout simplement. Pour aider allez, je suis catholique non pratiquant, pour aider son prochain, pour aider son voisin, pour aider une vieille femme, on doit aider les autres aussi. Voilà, on ne doit pas penser qu'à soi, alors que les francs-maçons ne pensent qu'à eux. Voilà. Oui, enfin, me vient une idée, Hubert. Je me dis que si tout un tas de gens déterminés, comme tu l'es, hein, tu nous le démontres ce soir, vraiment, donc s'il y en avait 6 comme toi, on va dire, plus 2 ou 3 juristes, on en connaît, hein, qui font l'actualité. On a cité François d'Anglian qui est passé nous voir tout à l'heure. On sait qu'il y a Bernard Rivert aussi qui subit certaines attaques au niveau d'avocats en fait. Eh ben, ce collectif peut-être avec 6 gens déterminés, 2 juristes, donc une petite dizaine, si vous vous mettiez sur une affaire précise avec votre détermination, elle tomberait peut-être rapidement, et puis à la suite vous passeriez sur une autre affaire. Et cette fois-ci en étant plus 10, mais en étant peut-être 15, parce que vous auriez fait parler de vous. Et l'affaire suivante, au lieu d'être 15, vous seriez 30, et ainsi de suite, et peut-être naîtrait de là un collectif reconnu et qui serait un petit peu le fer de lance de la justice citoyenne, quoi. Oui, c'est ce que je propose, mais toujours pareil, il faut des moyens. Regarde par exemple François d'Anglian, lui, pour le moment, on l'a effacé, on l'empêche de travailler, donc il a un problème de moyens. Voilà, il faut que les gens se réunissent, et pour les réunir, il faut qu'ils se déplacent. Pour se déplacer, il faut payer le train. Donc je ne vois pas beaucoup de gens qui vont se déplacer avec les moyens de leur famille pour aller aider d'autres gens bénévolement. Donc il faut pouvoir pas payer ces gens-là, c'est pas le mot payer, c'est pouvoir au moins les aider à se déplacer pour se réunir et pour parler et pour aider une victime. Donc toujours le nerf de la guerre, c'est les moyens. Voilà. Là je suis à Perpignan, là je viens de casser ma boîte de voiture, voilà, je vais avoir 2000 € de frais, personne ne va m'aider. Mon ami ici qui me reçoit, il va me ramener à Béziers. Voilà, il faut des moyens, donc il va falloir payer. C'est toute une histoire d'argent. Déplacement, c'est la logistique, il faut des moyens pour se rencontrer et monter quelque chose pour aider quelqu'un, toujours. Alors merci Hubert. On a donc Jonathan du 92. Oui, on voit quand même que la franc-maçonnerie, c'est l'occultation et la cooptation. Et paradoxalement, depuis très peu de temps, il commence à se montrer en public, notamment dans des manifestations, etc. Et tout à fait avec tout leur attirail pour bien l'identifier avec les différentes obédiences, etc. Donc ça, c'est un fait nouveau, et notamment, surtout après des attentats, donc des manifestations juste après des attentats en soutien, etc. Donc comment l'interprétez-vous? C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches de leur but qu'au final, ils s'en foutent un peu, ils se montrent en public, donc ils sont tellement à la finalité de leur projet, donc qu'ils ne risquent plus rien, ou alors c'est qu'ils sont dans une position délicate, notamment par la dénonciation sur les réseaux sociaux et certains sites alternatifs, et donc c'est pour redorer leur image. C'est soit l'un ou soit l'autre. J'en voulais avoir votre avis sur ça. Alors, ils font de la promotion uniquement parce que ces gens-là ont toujours besoin de plus en plus d'adhérents pour rentrer toujours, eux, de l'argent, mais eux, ils ne s'en cachent pas. Et ils ont besoin toujours de gens de plus en plus puissants pour être partout, pour agrandir leur toile d'araignée,
Voilà. Après qu'ils se déplacent, ils sont là pour plaire et pour trouver des nouveaux adhérents. Mais en réalité, ils ne disent pas la vérité, ils ne sont là que pour séduire. Ce sont des séducteurs menteurs, j'appelle ça. Voilà. Mais c'est comme les politiques, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils disent ce que les gens veulent entendre et ils ne disent que ce que l'on veut comprendre pour qu'eux-mêmes soient crédibles. Mais en réalité, ils sont là pour séduire et pour rentrer de nouveaux adhérents qui vont leur donner cotisation entre 300 et 800 euros. C'est tout, ils sont à la recherche toujours d'argent et de relations de plus en plus pour créer des réseaux de plus en plus importants. Voilà, c'est tout. Alors Hubert, on a... Ah Jonathan, tu voulais réagir peut-être? Ouais, vite fait, ouais, ça j'entends bien, mais le fait qu'ils se montent en public, c'est pas pour franc-maçonnerie, c'est pas le Pôle emploi. Je veux dire, ils partent avec un principe de cooptation, donc c'est fondamentalement eux qui choisissent qui va rentrer ou pas. C'est pas le Pôle emploi. S'ils se montrent en pleine manifestation et juste après des attentats, comme on l'a vu ces 2 dernières années, de manière ostentatoire, etc., c'est pas pour rien. C'est fait pour les gueux, quoi. C'est fait pour que les gueux le voient. Donc après, moi ça me semble assez évident, mais est-ce que c'est dans une logique où ils sont un peu mis à mal sur Internet, donc ils ont besoin de redorer leur blason, ou c'est un peu comme ce que je dis avant, ou c'est vraiment qu'ils sont à la fin de leur plan et ils s'en battent les couilles, pour parler vulgairement. Mais bon, pour moi c'est pour les gueux, quoi. C'est pas une façon de recruter, de se montrer dans le public. Si, parce qu'ils vont tomber sur des faibles qui vont croire que la franc-maçonnerie est là pour aider les victimes, mais en réalité, ils utilisent là encore des victimes des attentats pour redorer leur blason. C'est tout. Ce sont des saloperies. Ils sont prêts à tout pour récupérer des adhérents. Hein. C'est tout. Mais ils sont prêts à marcher sur des victimes qui ont explosé. Voilà, ils utilisent tout. Tout. Ils ont aucun amour propre, ces gens-là. Ils s'en foutent des victimes. Ils n'en ont rien à foutre. Uniquement, ils se trimballent avec leur blason, leur médaille et tout ça. Mais ils se foutent de la gueule de la population. On ne devrait même pas laisser se promener en tenue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors justement, en termes de recrutement, on avait donc Rudy dans le 64 qui disait dans le chat, sur Facebook, j'ai vu une page jeunes francs-maçons. Donc ils recrutent jeunes pour former leur réseau. Tu confirmes, Hubert? Alors qu'ils recrutent jeunes, ça je sais pas, mais ils recrutent en permanence. Quand on est jeune, on est plus influençable. Donc oui, ils recrutent dans les jeunes, si c'est ça la question. Mais après... Tout à fait. Et puis dernièrement, je ne sais pas si tu as vu, Hubert, hein, si tu as suivi un petit peu au niveau de l'éducation nationale, la ministre au mois de, je crois que c'était, je sais plus, avril ou mars, non, avril, je crois, a fait la ministre de l'Éducation nationale a fait étaler à la, alors je crois que c'est la GODF, je sais plus quelle loge elle occupe, et donc elle a amené des jeunes étudiants avec elle. Nous, enfin, les enseignants ont pris ça comme du recrutement, hein, clairement. Donc c'est vrai que plus on est jeune, plus on est influençable et plus il y a matière à manipuler de toute façon. Ah bah oui, et même un ministre peut recruter pour la franc-maçonnerie, tout simplement. C'est honteux, mais c'est la réalité, quoi. Et voilà, c'est très triste, c'est même révoltant. Alors on a Robert du 11 qui demandait la parole. Oui, excusez-moi. Ouais, je pensais poser la question de la relation qu'il y avait entre les francs-maçons dans la justice et aux plus hautes sphères de l'État, c'est-à-dire les ministres, etc. Bon, ben ça c'est acquis, quoi. Et si vous avez pu remarquer des relations entre la franc-maçonnerie et le sionisme au niveau international. Je n'y connais rien. Excusez-moi. Là-dedans, je n'y connais rien. Bon, c'est pas grave, c'était juste la question pour savoir, hein. Aucune importance. Robert, tu veux peut-être argumenter ou oui, notre question. Si tu as des connaissances toi-même, je sais pas. Non, c'est juste que j'avais remarqué qu'au plus haut sommet de l'État,
les gens qui faisaient partie de la franc-maçonnerie, souvent ils étaient du côté sioniste de la force, quoi, si on veut. Et donc, bon, c'était pour savoir si Hubert, il avait eu la même intuition, quoi. Non, pas du tout. Non. Mais je n'y connais rien dans ce sujet. Ouais, tu as pas fait, peut-être pas fait attention à cet aspect-là. Alors il y a des en effet dans le chat qui confirment ce que tu dis, Robert. Et puis on avait Franck du 37 qui demandait la parole. Alors Franck, tu nous entends? Il faut que tu appuies sur contrôle. Alors Franck, est-ce que tu nous entends? Nous, on ne t'entend pas en tout cas. On va essayer de régler le problème de micro de Franck. Et puis en attendant, donc on avait François donc 06 qui demandait la parole. Oui, moi en fait je voulais te dire, personnellement j'ai été franc-maçon 2 ans à la GLNF sur Antibes. Et bon, j'ai pas eu besoin de 3 par 1 pour y rentrer, j'y suis rentré volontairement. Et j'en suis sorti tranquillement et volontairement, donc c'est possible. Ce que je sais de la franc-maçonnerie, dans son but premier, si tu veux, c'est que c'est la prise de contrôle dans le pouvoir matériel, c'est une transposition de principes, on va dire, idéologiques enseignés au moyen des symboles et tout ça, dans la sphère matérielle. Et tu n'ignores pas que l'État, on va dire, est censé être une mafia la moins pire possible, mais malgré tout une mafia énorme in fine, surtout quand on la nourrit et on en fait un état obèse. Et même les mafias ont un code d'honneur, ont une sorte de code de morale, parfois respectent en partie la loi du consentement. Je donne un exemple, mais souvent ils essaient de recaser par exemple des gens violents dans le fait que la violence serve, on va dire, devienne un petit peu organisée au service de choses qui, tout en étant canalisés, finissent par servir des intérêts entre guillemets supérieurs. Et le but, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris moi dans la maçonnerie, à la fois de l'intérieur et même après de l'extérieur en étudiant, c'est qu'en fait, si tu veux, la franc-maçonnerie est une transposition, outre d'être un système d'enseignement par le moyen des symboles et des rituels, c'est le fait que si tu veux considérer le monde avec des strates un peu comme dans la pyramide, si tu veux t'adresser, on va dire, à la 2e ou la 3e strate, donc qui sont, on va dire, les francs-maçons fraîchement rentrés, apprentis compagnons ou les maîtres de premier grade, tu vas pouvoir invoquer des principes qui ont été appris en loge et qui sont source d'éléments structureurs de la société. Donc en gros, c'est d'avoir un code, quel qu'il soit, une sorte de code d'honneur, un code moral, qui permet de dire à un franc-maçon, quand le franc-maçon on apprend qu'il a un petit peu merdé ou exagéré sur des choses, tu peux le reprendre au moyen d'un code. Alors chez les juifs, ce serait le décalogue, chez les chrétiens, c'est l'amour du prochain, chez les francs-maçons, c'est la transposition de ce symbolisme. Mais en fait, il y a quelque chose à quoi tu peux t'accrocher pour reprendre ton frangin dans l'affaire. Alors que dans la rue, quand tu croises un mec, tu sais pas s'il est athée, s'il est croyant, s'il est je ne sais quoi, ceci ou cela, en termes de référence à la fois culturelle, des fois même nationale, et après idéologique, sur quoi tu te baserais pour le reprendre. Et je pense qu'en fait, si tu veux, l'État se veut, et n'y arrive pas toujours, d'être la moins pire des mafias. Après, elle a une strate où elle finit par être obèse et elle éclate comme un ballon boursouflé. Et puis, la franc-maçonnerie se veut être un système d'enseignement d'un certain nombre de choses, notamment dans les plus hauts grades, se placer totalement au-dessus du bien et du mal, mais que certains, on va dire, ils abordent déjà ce sujet avant d'en être prêts. Donc, je te laisse sur cette analyse qui est une expérience de l'intérieur et aussi une expérience initiatique de long terme. Il me semble que tu essayes de faire de la promotion sur la franc-maçonnerie. Quand tu me parles d'honneur, de valeur, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui a des valeurs uniquement et qui a un honneur. Donc je suis assez choqué par les mots que tu me dis. La franc-maçonnerie qui a des valeurs, mais par contre ces gens-là pillent des gens, pillent des familles entières, c'est inadmissible, quoi, hein. Donc des codes d'honneur, des symboles, le citoyen qui n'est pas franc-maçon, il s'en fout. Ce que les victimes, comme moi, constatons, c'est que les francs-maçons volent, pillent, détroussent des citoyens. C'est pas pour une valeur autre que la valeur de l'argent
des victimes. On vole les victimes. Les symboles et tout ça, c'est du bidon. C'est du cinéma. Voilà, donc me parler de valeur et d'honneur de la franc-maçonnerie, je n'y crois pas. J'ai demandé un jour à rentrer dans une loge, on n'a pas voulu me recevoir parce qu'on me craint, parce qu'on a peur que je vois les visages. Ces gens-là, déjà, tout ce qui est secret, c'est pas net. Déjà, moi je me montre, il n'y a pas de problème. Tous ces gens, moi je vois tous les acteurs à Béziers qui sont francs-maçons, ils sont pas nets. Donc il ne faut pas me parler d'honneur. C'est pas la franc-maçonnerie qui est la seule à avoir du respect pour autrui, de l'honneur, d'accord, c'est bidon. Voilà, donc je confirme que c'est la franc-maçonnerie, c'est de la saloperie pour moi. Peut-être pas tous, peut-être certainement pas toi puisque tu en es sorti, mais je n'y crois pas. C'est du bidon. Au fond, on utilise tous les gens. Peut-être que toi, on n'a pas eu le temps de t'utiliser, mais tu serais resté plus longtemps, on t'aurait utilisé. Et tu aurais été après obligé de faire ce que l'on veut quand on te le demande. Alors François, tu veux réagir ? Oui, dans le terme de base, ce que tu dis, à la fois, je te dirais, c'est peut-être dans la franc-maçonnerie aussi par l'attirance de l'affairisme. Là, tu peux avoir, on va dire, plus d'affairisme que dans une chorale à cœur joie, ça c'est sûr. Mais par contre, le terme lui-même, il est censé t'amener à une certaine liberté, parce que franc-maçon et freemason en anglais, c'est la liberté. Donc comme nous, la France, on est rattaché, là on revient sur le sionisme, on est un hexagone, donc à l'étoile à 6 branches, qu'on le veuille ou non, même sans avoir lu l'énigme sacrée, et on est rattaché à l'esprit, on va dire, de faire peut-être les volontés de la création telle qu'elle se manifeste dans son harmonie, tout en étant libre. C'est-à-dire on est peut-être un laboratoire de liberté mondiale, puisqu'on porte le nom de franchise. C'est-à-dire on est affranchi en termes d'esclaves, mais on est aussi dans la franchise de parole. Or tu n'ignores pas que dans le rituel de base maçonnique, on vient avec l'épaule gauche dénudée pour montrer qu'on n'a pas le signe de l'esclavagisme sur l'épaule gauche. Donc en réalité, c'est le symbole de l'affranchissement. Et l'affranchissement, c'est quoi ? C'est vis-à-vis de toutes les passions et les bassesses qui nous tirent vers le bas et qui nous permettent entre guillemets, d'évoluer dans un chemin qui a été souvent repris par les spiritualités, par les religions, et qui renvoie à toute l'expérience mystique. Alors pour précision, je suis actuellement, et depuis longtemps, depuis 20 ans, je suis organiste d'église dans une paroisse catholique, mais j'ai aussi eu d'autres expérimentations et d'autres pratiques culturelles et cultuelles. Voilà, donc je ne suis pas uniquement franc-maçon historiquement sur 2 ans, j'ai été musulman, j'ai été aussi bouddhiste Chan pendant 6 ans. Voilà, j'ai expérimenté ces choses-là pour comprendre l'impact sur le cerveau et sur éventuellement des capacités entre guillemets non naturelles. Mais moi je te confirme que les gens qui rentrent dedans ou qui y sont appelés, on les amène sur des notions à la base de fraternité, des fois d'effet de groupe, on va dire de tirer un tout petit peu plus haut tout ce qu'on estimait être la strate basse de la société. Et c'est une vision par strate. Et cette vision, elle a aussi une part de légitimité. Voilà, je veux dire, en gros, comme tu entends parler du combat tout à l'heure, tu regarderas le mot que j'ai mis dans le chat si jamais tu as accès, mais j'ai mis le combat dans la bagarre. Et si tu le prends donc en 2 mots, eh ben, tu comprendras que tout ça c'est une attirance et que l'essentiel de la vie est probablement d'arriver à s'extraire du combat dans la gare du bas, dans la bagarre. Et que si on veut, entre guillemets, se dépassionner de tous ces combats, et vivre dans la paix, d'une certaine façon, il faut optimiser le fait que les cons se battent entre eux dans la bagarre et que nous, on sort du ring. Et plus on reste dans le ring, et plus on nourrit ce système, plus au final, il se reproduit, on lui amène l'énergie avec laquelle il fonctionne, avec laquelle il nous spolie encore plus. Donc moi, je te recommande pour ton équilibre personnel familial d'adopter une stratégie d'asymétrie. Je te cache pas que je vis aussi ce type de problème-là. On m'a pas mis encore le feu à la baraque, mais j'ai eu une visite récemment. Donc, je comprends ça, mais l'asymétrie vaudra mieux, et l'évitement, la stratégie de l'évitement ou de l'anticipation vaudra toujours mieux que le combat, et je te le recommande vivement. Et François, t'avais pas de questions en fait là. Et toi ? De toute façon, c'était un échange sur des points de vue, parce que là, Hubert m'a donné son point de vue sur la franc-maçonnerie, et puis moi j'y suis rentré, donc je donne un point de vue, et je l'ai étudié très, très longuement, et de façon très large, donc non, c'est pas une question, c'est un échange de points de vue. Ok, merci. Hubert, tu veux réagir ? Non, parce que je sens un peu trop que... non, j'ai pas trop envie. On va donner la parole à Jean, du 42. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, oui, en fait, je suis pas du 42, je m'appelle pas Jean, mais c'est parce que j'ai voulu faire au plus vite pour m'inscrire sur Mumble. En fait, non, je m'appelle Eric, je suis de Marseille, j'ai 48 ans. Et je vous entends parler tout à l'heure de la franc-maçonnerie. Or, moi, il y a très peu de temps que je m'intéresse à tout ça, à la franc-maçonnerie et tout le reste. Et en fait, j'ai entendu des trucs il y a une dizaine, voire même une quinzaine d'années, de la bouche d'un ami qui était en psychanalyse chez un éminent psychanalyste à Marseille, d'obédience judaïque, franc-maçon, qui lui parlait à l'époque, alors que moi j'en avais jamais entendu parler, d'Europe unie, mais c'est-à-dire pas unie dans le sens où on l'entend, mais en fait où il y aurait qu'une seule et même race en Europe, qu'une seule et même monnaie à travers le monde, un seul dirigeant du monde, patati pataquès. Et je vous parle de ça, il y a bien 15 ou 20 ans que j'en ai entendu parler de la bouche de cet ami-là. Et aujourd'hui, ce que j'entends parler, c'est un peu de la même chose, mais derrière, c'est le nouvel ordre mondial. Donc voilà, je me pose des questions. Psychanalyste, juif, franc-maçon, est-ce que ça colle, est-ce que c'est normal ou pas? Moi j'ai entendu dire que chez les francs-maçons, normalement, on devait rejeter tout Dieu et au contraire prôner le diable. Alors vérité ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas le fait est là, c'est qu'il y a 20 ans j'entendais parler de monnaie unique mondiale, de race unique et de dirigeants uniques. Et moi aujourd'hui ce que j'entends, c'est nouvel ordre mondial à travers ces paroles, quoi. Alors peut-être que je me trompe, dites-le moi si c'est le cas. Alors on va voir ce qu'en pense Hubert. Je n'y connais rien, donc je peux pas vous répondre. Je suis que dans la corruption, moi, du système judiciaire et des notables locaux. Donc l'ordre mondial, pour moi, c'est... Excusez-moi, mais je... Non, mais fais attention, c'est pas pour faire un... comment dire, c'est pas pour parler juste du nouvel ordre mondial, mais c'est que ce que je veux vous dire par là, c'est que ce type-là, c'était un franc-maçon, ok, et que déjà, il y a une vingtaine d'années, indirectement, il lui parlait à mon ami de ça, quoi. Donc, est-ce vraiment vrai que ce nouvel ordre mondial-là est écrit par les francs-maçons ou enfin un truc comme ça, quoi? Je suis pas franc-maçon, donc je peux pas vous dire ce qui est écrit. Donc je n'y connais rien, donc je peux pas vous répondre. D'accord. Merci Hubert. Alors on a donc Vincent du 39 qui voulait peut-être réagir à ce que disait Jean. Ouais, parce que sur ce qui a été dit avant et un petit peu avant. Alors Vincent, excuse-moi, ouais. Est-ce que tu peux parler peut-être un petit peu plus fort? Oui, c'est mieux comme ça. Ouais, vas-y. Par rapport au nouvel ordre mondial ou ce genre de truc, il suffit de regarder le principe d'un empire depuis l'Empire romain, c'est un peu ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et le fait qu'on retrouve, c'est un peu cette idée-là en franc-maçonnerie, c'est pareil, c'est quelque chose qui, je pense, qui peut remonter, peut-être pas forcément à l'origine, mais pas loin. Après, pour ce qui est de rentrer dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils cooptent beaucoup de jeunes, en fait, et c'est souvent ceux qui auront un haut grade par la suite, sont souvent des gens qui ont été cooptés depuis très longtemps, et je dirais même soit qui sont cooptés depuis très longtemps par parrainage, parce qu'on a vu en eux, je sais pas, peut-être qu'ils étaient suffisamment corruptibles déjà jeunes. Et sinon, c'est beaucoup en fait par filiation, hein, par fils d'homme. Et je pense moi directement que dans ce cas, il y a même une initiation avant la franc-maçonnerie. Ils sont élevés là-dedans, quoi, carrément. Donc c'est quelque chose d'assez imposant. Et au niveau du culte et de ce que ça représente sous l'étiquette dite religieuse, on peut voir ça vraiment comme une religion à part.
faut croire en Dieu hein, pour rentrer en franc-maçonnerie, non pas l'inverse. Après, il y a certaines loges où c'est pas nécessaire, mais normalement, en grande partie, pour rentrer dans une loge, il faut croire en Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses. Après, c'est pas précisé parce que finalement, on est dans l'ésotérisme et on s'en fout un peu. Alors, ça m'intéresse pas trop, excusez-moi. Moi, je suis dans la corruption et pas dans l'ésotérisme et comment rentrer dans la franc-maçonnerie ou comment en sortir. Je ne suis pas compétent et je ne suis que dans le combat, donc je ne pourrais pas discuter avec toi sur ce sujet-là. Non, mais c'est juste qu'il y a un sens et un rapprochement entre tout ça, quoi. Entre leur culte, leur façon de voir les choses et d'agir. Non, moi je vois uniquement le seul mot qui me vient, c'est association de malfaiteurs. Voilà, par rapport à la franc-maçonnerie en général, hein. C'est tout. Le reste, culte, tout ça, ça c'est la connerie, quoi. Pour moi, hein. Les symboles et tout, c'est du cinéma. C'est fait pour faire rentrer les gens qui sont en manque de quelque chose, mais c'est une association de malfaiteurs en général. Voilà. Le reste, c'est du bidon. Pour moi. Alors, merci Hubert. On avait Rudy du 64. Oui, donc désolé si je reviens un petit peu sur le sujet. Mais effectivement, bon, la franc-maçonnerie ne se situe pas qu'à l'échelle nationale française. Et je pense que vous vous attaquez à un groupuscule énormissime. Et au-delà, à l'échelle mondiale, on remarque effectivement que cet ésotérisme, ce symbolisme se retrouve un peu partout. On remarque effectivement, pour répondre par rapport à certaines personnes, notamment Jean Dupont, avant qui avait demandé le culte de Prométhée, et donc le film Prometheus de facto qui sort au cinéma, et toute une culture hollywoodienne qui en ressort et qui forcément impacte notre société. Je parle de la corruption, je parle pas de culte ni tout ça. Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de flatter la franc-maçonnerie ou d'expliquer la franc-maçonnerie. Ça ne m'intéresse pas du tout. On est dans la corruption et dans les victimes. Hein, excusez-moi. Oui, mais pour combattre cette corruption et pour observer et pouvoir voir le sommet de la pyramide, effectivement, il faut savoir à qui on s'attaque. Mais du moins, c'est mon opinion. Oui, mais bon, restons-en là. Moi, je suis dans les victimes, la corruption, association de malfaiteurs, mais après, tout le reste, mondialisation, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas compétent et ce n'est pas mon sujet. D'accord, je vous remercie. Oui, en fait, Hubert, par rapport à tout ce que tu as vécu, tu ne cherches pas non plus à les comprendre, quoi. Hein. Tu en es victime et puis point barre. Tu t'y attaques, tout simplement. Je suis dans le combat, je ne cherche pas à comprendre comment est mon ennemi et pourquoi il agit comme ça. Donc je combats un ennemi, c'est tout. Après, il est corrompu, il est pourri, c'est une association de malfaiteurs, je combats ces gens-là. Mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi ils sont devenus corrompus. Je ne suis pas psychanalyste, moi. Ouais, on entend bien. On a donc une Marco qui demandait la parole. Non, mais en fait, ce que les gens ils veulent te dire, c'est qu'il y a une politique derrière toutes les victimes et même toi qui te défends. Il y a vraiment, apparemment, il y aurait vraiment une politique de foutre un bordel dans toutes les administrations les plus importantes et tout ça, partout dans le monde un peu, et voilà quoi, pour que tout le monde soit dans la merde. Et ça, en gros, c'est ça le lien avec ton combat, quoi. Excusez-moi, je parle avec quelqu'un. Tu peux me répéter juste le... Vas-y Marco, tu peux redire? Je disais qu'en gros, en fin de compte, ce qui t'amène à ces combats et aux problèmes que tu as eu, c'est que derrière, il y a une politique de foutre le bordel, et ça vient du nouvel ordre mondial. C'est pour ça que les gens te parlent de ça. Alors, nouvel ordre mondial, politique, je sais pas. Je combats localement des gens qui sont corrompus et qui s'en sont pris à moi et à ma famille et à mon entreprise. Voilà, après, ordre mondial, moi, je n'y connais rien. Je parle de corruption locale sur le Languedoc-Roussillon. Voilà, et c'est tout. Hein. Après, le reste, je n'y connais rien. Ordre mondial, je ne sais même pas ce que c'est, moi. Excusez-moi.
Oui, tout à fait. Tu t'occupes voilà, le mal qu'ils t'ont fait et tu t'occupes de ce que tu connais, de ce que toi tu as vécu personnellement de toute façon. Et donc on a Anissé du Bénin qui voulait réagir. Oui, merci Céline. Au fait, il y a que le niveau actuel donc du débat. Je pense que le mieux serait quand même c'est une proposition et que on se replie pour aller donc peut-être au salon pour continuer parce que quand je suis bien donc l'intervenant, il y a beaucoup donc de choses peut-être donc qu'il ne connaît pas. En fait, il est à un niveau très bas donc de ce qui se passe au niveau donc de la pyramide. Donc, il veut rien savoir donc de comment c'est organisé. Mais pour lui donc c'est que localement il puisse donc lutter. Ça c'est aussi donc un point de vue. Je pense que à partir de moi c'est lui qui est invité. C'est compte tenu donc de son niveau donc de connaissance, bien le niveau donc l'orientation qu'il donne au débat qu'on pourrait vraiment réagir. Et je pense que fait tout ce qui est en train d'être dit maintenant ne sont plus utiles puisque ça ne permet pas même à l'invité de pouvoir vraiment prendre la parole pour opiner sur ce qui est dit. Donc je pense que le mieux serait donc de vite plier pour que peut-être la discussion puisse être faite après ailleurs quoi. Merci, c'est une proposition. Oui, merci Anis. Et de toute façon, on a encore Marius qui demandait la parole, on va lui donner. Et puis ensuite, on fera conclure à Hubert. Alors, Marius. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, j'ai une question qui m'est venue là d'un coup. Je me suis dit, en fait, mais je sais pas si je l'ai loupé dans la présentation d'Hubert tout à l'heure. Il a dit, c'est les francs-maçons qui sont effectivement incriminés dans... Voilà tout ce qu'il a exprimé ce soir. Et en fait, je voulais juste savoir qui t'a donné l'information que c'était des francs-maçons, tu vois déjà, parce que dans ce sens, ton problème, à la limite, si tu ne savais pas que c'était des francs-maçons, tu aurais essayé de le résoudre d'une autre manière que celle que tu as mis en avant en parlant des francs-maçons, justement, parce que s'attaquer aux francs-maçons, c'est s'attaquer quelque part à la politique et s'attaquer à un problème avec, on va dire, les solutions qu'offre une société, et c'est une autre façon d'aborder cette attaque, quoi, sa défense et tout. Et donc, en fait, ces deux prismes vont faire que tu auras une stratégie différente. Et si tu t'attaques aux francs-maçons directement, dans son ensemble, là, t'es mal barré comme nous tous, parce que c'est une entité. Par contre, s'attaquer à des individus qui sont protégés par la franc-maçon, là, ça montre bien la problématique. Effectivement, tu vas t'attaquer à des individus qui, normalement, sont supposés être comme tout le monde, mais qui vont, eux, se protéger par les trucs et vont faire que tu auras des complications. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, ton truc. Parce qu'en fait, c'est deux approches différentes. Et dans ces deux approches, effectivement, soit tu t'attaques aux francs-maçons, comme nous tous, en fait, on veut changer le système, donc changer tous ces gens-là, ou soit tu t'attaques à la résolution de ton problème par la justice et par les moyens que met en place la société fonctionnelle qui ne l'est pas. Et dans ce sens, normalement, tu devrais aller vers des associations, tu devrais aller vers justement des médiateurs, ou je sais pas, vers des gens comme ça. Et donc c'est là toute la complexité de ces choses-là. Et c'était juste et ma question c'était comment tu savais que c'était des francs-maçons en fait. Elle était toute simple. Mais ça a fait penser à tout ça en fait. Alors je réponds dans le sens où dès le début en 2006, ce sont eux-mêmes qui m'ont dit que je m'attaquais à la franc-maçonnerie et que j'allais perdre. C'est-à-dire c'est eux qui se vantent d'être francs-maçons en disant que leurs amis sont puissants parce qu'ils sont francs-maçons. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et depuis, j'ai constaté que, je vous dis, à 78%, ce sont des francs-maçons. Et qu'ils utilisent bien le réseau de francs-maçons. C'est pas moi qui ai dit, tiens, il doit être franc-maçon, lui. Non, non, c'est eux-mêmes qui le disent, que je m'attaque à la franc-maçonnerie. Voilà, et que j'ai perdu d'avance à partir du moment où je m'attaque à la franc-maçonnerie. Ils se mettent en avant, ils mettent en avant leur loge, voilà, pour montrer qu'ils sont puissants, qu'ils ne sont pas seuls. Ce que je disais d'ailleurs, que c'était des fiottes, ils ont besoin de dire qu'ils font partie d'un groupe, tout en vous menaçant directement, ils disent attention, j'ai du monde derrière. Alors que moi, la différence, c'est que j'ai dit j'ai personne derrière, mais je vais vous rentrer dans le lard, quoi. Et que je leur rentre dans le lard.
j'ai pas peur, ils sont 91, j'ai pas peur d'être rentré dans le lard et d'avoir fait muter 22 magistrats et de m'en prendre aux autres et de dévoiler leurs noms dans des bouquins et dans mes conférences et dans mes dossiers. Voilà, c'est eux qui se vantent d'être francs-maçons et d'avoir des protections. Voilà, la réalité. Alors merci Hubert, on a Daniel du 38 qui demande la parole. Daniel, tu nous entends ? Bon, ben on l'entend pas, donc il doit avoir un souci de micro et de toute façon il y a eu un souci de connexion. Et on va terminer par David du 29. Oui, bonsoir Hubert. D'abord chapeau bas pour ce combat, d'avoir écrit des livres, des ouvrages dans ce combat. Et il y a des questions là que je ne comprends pas parce que il y a qu'on vous pose ou qu'on te pose, si tu m'autorises à te tutoyer. Tu peux tutoyer. Merci, parce que j'arrive pas à comprendre certaines questions, que je comprends leurs questions, mais à un moment donné, tu te retrouves devant une problématique qui est considérable et tu as un courage extraordinaire, c'est d'y aller, d'aller au combat comme tu l'as dit, et d'y aller vraiment, et c'est vraiment très dur. Pour ne citer qu'un exemple, et c'est très souvent le même, hein, un humoriste français qui s'attaque à eux aussi. Ils sont très puissants, il est tout seul, et il n'y a personne autour de lui pour l'aider quasiment. Alors certains pourraient dire, oui, mais il a de l'argent. Oui, bien justement, il a de l'argent. Là, je parle de l'humoriste en question, qui se bat contre lui, et d'ailleurs, Maître d'Angléan, qui était présent tout à l'heure, a été son avocat, il ne l'est plus, je crois, enfin, ou il l'est peut-être encore. Et donc, bravo à Hubert, parce que c'est très très courageux déjà de venir, de parler, justement déjà d'évoquer un tel combat qui est vraiment chapeau bas, quoi. Chapeau bas. Alors moi la différence avec la personne dont tu parles, je crois que c'est Dieudonné, c'est que moi je fais pas de l'argent sur mon affaire, j'essaye de récupérer tout ce qu'on m'a volé. Alors que je pense que Dieudonné, bon, il se dit victime, il l'est peut-être, il l'est certainement, mais il en vit largement. Donc il y a une grosse différence entre nous, c'est que voilà, lui c'est son business et moi pas du tout. Voilà, donc voilà, je précisais qu'il y avait justement un différentiel financier évident et que justement, toi tu es parti en te faisant spolier de ton brevet et en partant seul contre eux parce qu'ils se sont présentés de cette manière à ton égard et tu t'es retrouvé seul et avoir réussi à placer 22 magistrats, de les avoir virés ou fait muter de la magistrature, chapeau bas. Voilà, mais le combat n'est pas fini du tout, hein. C'est le début, c'est-à-dire ça fait 11 ans maintenant, il y a encore d'autres procès à venir, il y a des appels, il y a des... est-ce que je vais tenir le coup? Ça je sais pas, mais il y a des combats encore à venir, hein. Voilà, donc c'est pas évident. Oui, on se doute bien que c'est pas évident et que c'est même très long et que ces gens-là sont protégés de par leur réseau de toute façon. Alors Daniel, est-ce que ça fonctionne? Parce que tu voulais prendre la parole tout à l'heure, ça marchait pas. Oui, je sais pas si on m'entend cette fois-ci. Voilà, donc en fait, voilà, je voulais réagir. A priori, effectivement, Hubert, certaines personnes t'ont questionné un petit peu sur l'éventuelle relation avec le nouvel ordre mondial, les sionistes, les anti-sionistes et tout ça. Et en fait, non, là ce soir, tu nous démontres bien que tu es quelqu'un qui a les deux pieds ancrés dans la terre et les deux poings sur la table et que l'affaire que tu traites, c'est une affaire réelle avec des gens physiques en face de toi, des noms que tu cites et que les stratégies du complot, de tout ça, en fait, ça ne te concerne pas. Et donc on a besoin de gens comme toi justement qui sont sur le terrain et pas dans la théorie du complot comme on peut l'appeler. Donc voilà, je voulais te remercier pour ce témoignage et puis j'espère qu'on sera beaucoup à te soutenir. Voilà, parce que seul c'est difficile, donc n'hésite pas à t'associer et à te regrouper pour être de plus en plus fort, parce que pour moi la conviction, l'engagement c'est bien, mais seul c'est très très difficile, je pense.
Alors, je vais donner, je ne sais pas si je l'ai donné tout à l'heure, le nom de mon association, parce que moi, bon, j'ai des soucis, je combats, j'ai besoin d'aide, mais bon, c'est pas pour moi que je suis là. C'est aider l'association qui s'appelle AVDSJ, Association d'aide aux victimes des dérives du système judiciaire, boîte postale 5 34 310 Montady, mon téléphone 06 07 10 26 91. Si vous voulez cotiser et aider les victimes qui sont dans notre association et toute victime qui voudrait me contacter, contactez-nous et puis nous pourrons aider pas mal de gens. Mais je vous demande du soutien pour toutes les victimes qui font partie de l'association et toutes les victimes qui veulent rentrer et qui me disent combien on doit donner. Mais je leur dis, mais vous venez de me dire à 5 minutes que vous n'aviez pas d'euros. Donc je ne vous demande pas de l'argent à vous. Je demande de l'argent aux gens qui sont là pour vous aider. L'association n'est pas un stockage de victimes, ce n'est pas les victimes des dérives du système judiciaire, c'est l'aide aux victimes des dérives du système judiciaire. Ce n'est pas aux victimes qui demandent de l'aide de me donner ou de donner à l'association 35 €. C'est aux autres. Les victimes, ils ont souvent, s'ils ont de l'argent, ils peuvent donner, cotiser. Mais je ne demande pas aux victimes, pour parler ou pour les aider, de cotiser spécialement. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la solidarité des gens qui connaissent, de savoir qu'il y a des victimes et qu'il faut les aider. C'est la solidarité citoyenne, j'appelle ça. Voilà. Alors Hubert, on est en train de chercher le lien. Tu peux nous rappeler le nom de l'association exactement ? L'association s'appelle Association d'aide aux victimes des dérives du système judiciaire. L'adresse, c'est boîte postale 5 34 310 Montady. Mon téléphone, parce que c'est moi l'interlocuteur principal, c'est 06 07 10 26 91. C'est une association que j'ai montée avec, par rapport à mes bouquins. Ce sont des victimes qui m'ont contacté de la région et on a monté cette association il me semble que c'est en mai 2015. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer de retrouver le lien. David du 29 qui demande dans le chat où peut-on acheter ton livre. Alors David, tu iras dans l'article qui concerne Hubert sur le site du Mumble, donc le mumble.com, et tu tomberas sur le lien des 3 livres qu'a écrit Hubert. Et Hubert, donc je termine par une remarque de Franck du 37 qui te disait, donc ce n'est pas une question, mais je confirme les dires de Hubert. Je fais partie du lobbying citoyen avec Stéphanie Gibault, Xavier de Fongalan. J'ai été escroqué par un franc-maçon qui est dans la justice des banques, les banques, l'immobilier, les huissiers, etc. Je combats et je suis prêt à faire le lien avec le lobbying citoyen et avec Hubert. Donc je pense que Franck a noté ton numéro. Au pire, Franck, on te le donnera. Et donc voilà, pourquoi pas créer du lien et puis s'associer et puis s'entraider. C'est un petit peu le but. Donc Hubert, je vais te laisser conclure par rapport à cette conférence que tu as tenue et on t'en remercie beaucoup. Si tu veux nous faire une conclusion et peut-être nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à une conférence qui se passe sur Mumble, qui est un outil qui est pas forcément commun pour les gens qui viennent en conférence, c'est pas forcément évident. Et voilà, donc je te laisse faire ta conclusion. Oui, je suis content d'avoir passé une soirée sympa avec des questions, des gens que je ne connais pas physiquement, j'aime bien le contact. Mais bon, c'est intéressant, enrichissant. Mais le principal de mon intervention, c'est surtout pour aider les autres. C'est la base. Moi, je me mets en avant, mais c'est pour aider les victimes qui me contactent toutes les semaines. Donc, ma priorité, c'est bien sûr mon affaire, mais ça, à la limite, ça me regarde à moi, c'est mon combat. Mais c'est surtout d'aider les autres. Je demande à tout prix aux gens de nous contacter. Vous avez mon téléphone 06 07 10 26 91 et d'aider les victimes de ces réseaux de corruption qui ont infiltré la justice, et ce sont toujours des réseaux de francs-maçons corrompus.
Voilà, c'est ma conclusion. Nous demandons de l'aide pour les victimes. Il faut à tout prix aider, c'est la seule chose qu'il faut faire. Voilà. Contactez-moi, téléphonez-moi, je vous ai laissé mon téléphone. Écrivez à l'association, aidez l'association. Voilà, il faut à tout prix aider les gens. C'est la base d'une volonté de citoyens d'aider les victimes. Voilà, c'est comme ça que nous pourrons combattre. Merci beaucoup et bonne soirée. Très bien, on a mis ton numéro dans le chat. Ceux qui se sentent concernés ont bien noté ton numéro, il n'y a aucun problème. Tu seras contacté et il y a beaucoup de merci et de bravo pour ton courage et ta ténacité et voilà, beaucoup de soutien à toi. Donc on va remercier tout le monde, tout ce public qui a été interactif. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis on se retrouve éventuellement dans le salon au-dessus en débat libre avec Hubert. Mais voilà, on a terminé la conférence pour ce soir. Merci beaucoup Hubert d'être venu témoigner. Bravo à tous. Et puis à jeudi avec Régis Chaman. Voilà, merci.